Salut et bonjour à tous, bienvenue de retour sur la French Connection, c'est Frédéric. Merci pour me suivre, merci de votre support. J'ai vu que en tout cas le Zoro Ranch a plu à beaucoup de gens, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. Je vais faire bien sûr des traductions anglaises et ça je me le dois pour s'assurer qu'en tout cas que l'information circule aussi bien en français qu'en anglais. Voilà, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, la troisième partie du Zoro Ranch. Alors, je vous dis tout de suite, je vous donne un petit peu une sorte de préambule à ce que vous allez voir. On va commencer tout simplement par regarder quelques petits détails que je n'avais pas pu finir dans la deuxième vidéo du Zoro Ranch, des aspects techniques, des anomalies, on va regarder tout ça. On va faire une petite introspection, on va survoler la famille King, une famille très prominente au Nouveau-Mexique. Et puis surtout la deuxième partie très importante, on va observer finalement, commencer à comprendre comment ce trafic sexuel, ne serait-ce qu'au Nouveau-Mexique, mais dans le monde entier, est arbitré, comment il est tout simplement organisé. Je vais passer simplement la vitesse supérieure. Je pense que je voulais au départ vous introduire un petit peu ce que je faisais, comment je le faisais, mais je prends le temps de faire de la recherche, je prends le temps d'essayer de mettre les choses les unes à côté de les autres, me débarrasser de ce que je ne pense qui n'est pas important, mais le reste, je le garde, je le mets ensemble jusqu'au moment où j'arrive à avoir une sorte d'image, une image qui se crée, une toile qui se tisse et qui aujourd'hui va me permettre de vous donner en tout cas une petite partie de la réponse. Alors, j'ai bien sûr pas toutes les réponses, je suis pas arrogant à ce point-là, mais je pense qu'en tout cas, on pourrait bâtir là-dessus et je suis déjà en train de faire de la recherche sur la deuxième partie de cette vidéo qui, quand on va les mettre bout à bout, vont vraiment vous expliquer ô combien le trafic sexuel, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'organes, j'en passe et des meilleurs, c'est quelque chose d'organisé. Ça fait un bon bout de temps que ça dure et aujourd'hui la vraie pandémique, c'est certainement pas le Covid-19, mais c'est la pédocriminalité et le trafic de sexe. Alors, restez avec moi, on va tout de suite se lancer dans la troisième partie du Zoro Ranch. Allez, c'est parti! Alors, il faut savoir que la propriété du Zoro Ranch, la propriété d'Epstein au Nouveau-Mexique, a une piste d'atterrissage en effet et aussi des hangars pour tout simplement stationner les jets privés, les hélicoptères. Tout ça, ça se passe au sud de la propriété, mais en faisant notre recherche, on est tombé sur quelque chose d'assez étrange. On a trouvé dans le nord, plus particulièrement au nord-ouest de la propriété, nous avons trouvé deux maisons isolées et pas très loin de ces maisons, je dirais à peu près à 4 km de ces maisons sur le ranch, si on prend les échelles en fonction des cartes que nous avons vérifiées, nous trouvons deux avions de petits modèles qu'on appelle des Cessna. Il y en a deux et un de chaque côté de la crête. Je vais vous mettre tout ça en photo, regardez. Et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vrai que la logique voudrait que deux petits avions de ce modèle-là soient tout simplement exposés ou parqués dans les hangars à côté de la piste d'atterrissage. C'est pas du tout le cas. Ils sont directement axés vers le nord de la propriété, vers le nord des terrains de Hollywood. Alors ça, on doit quand même se poser des questions. Voilà, on continue tout de suite en images. De nouveau, comme je vous avais dit, il y avait une parcelle du gouvernement de l'État du Nouveau-Mexique qui a une parcelle en plein milieu de la parcelle du Zoro Ranch. Je vous la mets en image et puis je vous la commente. Alors moi, ce qui me paraît simplement assez incroyable, c'est que sur cette terre, on pourrait y attendre en tout cas des structures, en tout cas quelque chose qui aurait un intérêt pour le gouvernement ou tout simplement rien du tout. Mais ce n'est pas le cas. Nous regardons d'ailleurs dans l'extrême sud, l'extrémité sud de cette parcelle qui est en rouge et on est en fait capable, enfin on n'est pas capable, en fait on n'est pas vraiment capable de déterminer exactement ce qu'on voit. On pourrait penser que en fait c'est une sorte de, je ne sais pas comment la décrire, une sorte de structure. Moi, j'ai l'impression que ça a l'air souterrain et qu'on voit vraiment que très peu. Alors, je vous invite bien sûr à faire des commentaires parce que plus on est de fous, plus on s'amuse et plus important, en tout cas, plus on peut avoir de réponses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour rentrer sur ce terrain gouvernemental, vous devez passer par les
terrain et donc la sécurité de Jeffrey Epstein. Il faut savoir qu'Epstein avait des caméras de partout et il n'était absolument impossible de rentrer sur ses propriétés. En tout cas, c'était très difficile sans se faire repérer. D'ailleurs, quelques-uns l'ont fait. Il y a des gens qui ont même essayé de... tout simplement récemment d'ailleurs de s'introduire dans la propriété, faire des photos, utiliser des drones, on a même volé, ils se sont fait arrêter par le shérif du comté. Voilà, c'est pas vraiment un endroit où vous voulez déconner. Alors, sans être un expert dans ce qu'on appelle le fracking en anglais, la fracturation hydraulique, tout simplement des méthodes développées pour récupérer du pétrole. Il faut savoir que les revenus de pétrole aux États-Unis, la troisième plus grande ressource de pétrole aux États-Unis est bien au Nouveau-Mexique. Et en regardant sur le terrain d'Epstein, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve quelque chose qui est assez ressemblant à une opération de fracking, de fracturation hydraulique. Je vous mets ça en image. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, ces parcelles-là, au Nouveau-Mexique, et donc à ce ranch de Nouveau-Mexique, nous suggérait qu'il y avait peut-être une idée, voire même peut-être une opération de production tout simplement de récupérer du pétrole avec les techniques de fracking. Alors, je ne sais pas, ceux qui sont experts dans l'hydraulique et dans la fracturation hydraulique, pourquoi pas, faites vos commentaires. Voilà, donc sans plus tarder, nous passons tout de suite à l'exposé sur la famille King, une famille très intéressante. Il faut savoir, pour comprendre Epstein, pour comprendre la magnitude de son empire, de ce trafic de sexe, trafficking, c'est-à-dire ce réseau pédocriminel qui opérait sur plusieurs continents, il va falloir tout simplement savoir qui l'a aidé, les vrais co-conspirateurs, pas les petites bas de gamme, c'est-à-dire ceux vraiment qui avaient des moyens, ceux qui étaient politisés, ceux qui pouvaient le protéger, tout ça. Moi, je pense que la famille King, en tout cas, devrait nous amener des réponses parce qu'il y a des choses qui ne clochent pas rond. Déjà, une première des choses que j'ai pensé, c'est que quand Bruce King, c'est-à-dire le papa King, avait vendu cette propriété, il faut savoir que c'est quand même 8000 acres, on parle de 12 millions et quelques de dollars de transactions pour acheter le Zorro Ranch, c'est pas de la petite monnaie à l'époque, en 1993. La deuxième chose qui me paraît absolument incroyable, quand je vous ai montré les documents, d'ailleurs je peux vous les remontrer maintenant, mais on voit très très bien que les parcelles de Bruce King et de la famille King entourent toute la propriété ou beaucoup d'aspects de la propriété de Jeffrey Epstein. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que si vous étiez propriétaire, vous êtes vraiment ce qu'on appelle un landlord en anglais, pourquoi vous allez vendre la parcelle et garder celle qui entoure cette parcelle-là? La parcelle principale qui a justement une sorte de crête qui est vraiment très très bien exposée, qui vous permet de pouvoir développer ou tout simplement l'utiliser pour ce qu'elle aurait dû être utilisée, c'est-à-dire les pâturages, c'est certainement en tout cas un terrain privilégié. Pourquoi les King ont décidé de la vendre à Jeffrey Epstein et pas la garder pour elle et lui donner certainement des parcelles un petit peu plus au nord ou plus à l'ouest. Ça, c'est des questions. J'aimerais bien, en tout cas, j'aurais bien aimé m'asseoir avec Gary King et lui demander qu'est-ce qu'ils avaient en tête à l'époque. Voilà, tout de suite en image, je vais vous faire un survol de la famille King et plus particulièrement en tout cas de Bruce King, comprendre un petit peu l'énergumène, comprendre qui sont ces gens-là vraiment, d'où ils viennent. Ça va être fait rapidement, succinctivement. Et puis, je vous retrouve tout de suite après pour parler de la partie financière, de la donation de Jeffrey Epstein à ces différents individus. Voilà, c'est parti. Alors, King, il a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a passé une vie politique à partir du début des années 1950 lorsqu'il a travaillé sur la campagne du sénateur Denis Chavez. Bruce King a épousé une femme qui s'appelle Alice Marie Martin King en 1947, c'est bien, il a épousé une femme au moins. Et puis Alice est décédée en 2008. Alice avait une vaste expérience dans la défense des enfants du Nouveau-Mexique. Ah, intéressant. Elle a présidé le Conseil de la justice pour mineurs. Elle a travaillé avec le groupe de travail sur la justice pour mineurs pour réviser le code des enfants du Nouveau-Mexique. Elle a aussi présidé le groupe de travail du gouverneur sur les enfants et les familles en tant que première dame de l'État du Nouveau-Mexico. Le groupe de travail avait d'ailleurs créé le premier département des enfants, des jeunes et des familles du pays. Donc au départ, c'est quand même une très très belle intention. Voilà, donc assez intéressant de voir cette genre de répétition, c'est-à-dire on met tout de suite en place des fondations pour les enfants, des fondations à but
non lucratives, bien sûr, mais aussi des fondations à but caritatif. On essaie là pour protéger l'enfant, pour réformer les lois, pour essayer de tout simplement accompagner l'enfant et protéger l'enfant lors de leur développement. Alors, on pourrait dire, bien sûr, c'est charitable et certainement derrière tout ça, je pense qu'il y avait des gens charitables. Je pense même que derrière tout ça, la femme de Bruce King était quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que c'était quelqu'un qui avait certainement, en tout cas, le désir de faire ce qu'une normalement la première dame d'un pays ou d'un État est censée faire, c'est de s'occuper tout simplement des enfants, s'occuper des causes qui sont importantes aux mères de famille. Alors nous, on a Brigitte Macron qui essaye de s'occuper de la pédocriminalité avec des articles sur Elle Magazine, mais malheureusement son entourage, je parle de Mimi Marchand et toute la clique, c'est quand même vraiment loin du compte. On doit lui poser des questions. Brigitte, clairement, l'association de malfaiteurs, elle est pas loin là, parce que là franchement, entre les drug dealers, c'est-à-dire les marchands de drogue, et les Mimi Marchands, les vendeurs et les protecteurs de pédocriminels, il arrive un moment, il faudrait quand même faire du ménage à l'Élysée. Voilà, tout de suite, je pars dans la partie financière qui est consacrée bien sûr aux donations d'Epstein. Nous savons qu'Epstein avait donné à peu près 15 000 $ à Gary King lorsqu'il avait fait sa première tentative au poste d'avocat général du Nouveau-Mexique. Alors ça, c'est assez intéressant, bien sûr. Et puis, il nous expliquera d'ailleurs, parce que faut savoir qu'Epstein, en 2006, quand il a été arrêté, il y a beaucoup de gens qui sont venus lui poser des questions en disant « Hey, tu as récupéré de l'argent de Jeffrey Epstein », puisqu'il y avait des traces. La compagnie qui avait donné les 10 000 $, c'était bien sûr le Zorro Ranch Trust du Nouveau-Mexique. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma première vidéo sur le Zorro Ranch, allez le voir. Vous aurez toutes les informations concernant qui est le propriétaire, les propriétaires du Zorro Ranch. Et puis, bien sûr, ce qui est assez bizarre, donc il avait dit que finalement il avait rendu l'argent au Zorro Ranch en disant que voilà, il voulait pas d'association, d'ailleurs qu'il n'avait jamais rencontré physiquement Epstein. Assez incroyable quand même, quelqu'un qui va supporter, sponsoriser votre campagne pour devenir l'avocat général d'un État, mais vous ne l'avez jamais rencontré. Ce qui est marrant, c'est que votre père, c'est lui qui a vendu les terres à monsieur Epstein. Vous prenez vraiment les gens pour des cons, Gary. Honnêtement, fuck off, basically. Le reste, ce que je voudrais dire aussi simplement, c'est que il a quand même reçu encore de l'argent, c'est-à-dire après les accusations qui avaient été portées à Jeffrey Epstein, il reçoit 35 000 $, parce qu'il faut savoir qu'il va se présenter pour le poste d'avocat général à 2 reprises, je vous donnerai les dates. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils avaient utilisé cette fois-ci à peu près 5 ou 6 compagnies pour lui envoyer de l'argent. Alors, c'était des 5 000 là, 5 000 là, 5 000 là, pour tout simplement arriver à 35 000 $. Ceux-là, il les a jamais rendus et il avait donc bien et bien confirmé qu'il n'avait jamais rencontré Jeffrey Epstein. Eh bien voyons, Gary. Alors bien sûr, Gary King, l'ancien avocat général du Nouveau-Mexique, s'était marié à une certaine époque. On va parler de son épouse parce qu'elle a vraiment une carrière extraordinaire. D'ailleurs, Gary King va l'accompagner. J'ai l'impression que c'était plus elle qui gérait tout ça que lui parce que c'est une femme extrêmement intelligente. Est-ce qu'elle était honorable ou pas? On va voir tout ça. Son nom, c'est tout simplement Yolanda Jones King. Je vais mettre un petit peu en image avec tout ça. Je vais vous donner un petit peu des informations parce que c'est un cursus assez long. Et puis, on se récupère tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le CV de Yolanda est vraiment, comme je vous le disais, impressionnant. Elle a obtenu son BS en chimie et son doctorat en chimie physique. Elle est spécialisée dans la chimique et dans la kinétique laser. Alors, pour les professionnels, expliquez-nous ce que ça veut dire, que moi je suis pas, c'est vraiment pas mon domaine. Elle a étudié à l'université du Nouveau-Mexique en 1981. Et puis après, elle a présidé le panel à l'OTAN sur les capteurs RTO et la technologie électronique. Donc tout ce qui est signal électronique, c'était son truc et elle travaillait avec l'OTAN. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Elle s'est d'ailleurs rendue à des réunions en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en France, à Taïwan, en Italie, aux Pays-Bas et en République tchèque pendant qu'elle occupait ce poste. Et bien sûr, Gary l'avait accompagnée. Yolanda King était la directrice du bureau international du bureau de la recherche scientifique de l'armée de l'air à Washington DC. C'était pas une plouque, c'était pas certainement en tout cas une cowgirl, c'était pas une crotteuse, c'était quelqu'un extrêmement doué, très académique, très intelligente et certainement très connectée.
Alors bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, il y avait un certain nombre d'autres bénéficiaires, des gens qui touchaient de l'argent de Jeffrey Epstein, puisqu'il était connu comme quelqu'un de généreux. Dès 2006 d'ailleurs, Jim Baca, qui était l'ancien commissionnaire à la gestion des territoires, des terrains du Nouveau-Mexique, et tout simplement va percevoir 10 000 $ de Jeffrey Epstein. 2006, on se rappelle la première, en tout cas, arrestation de Jeffrey Epstein. Il va rendre très rapidement cet argent à des différentes œuvres caritatives, mais on sait aussi que, de toute façon, il y avait une relation très étroite entre Jim Baca et Jeffrey Epstein. Jim Baca était très proche de Bill Clinton et bien sûr très proche de Bill Richardson. Pour la petite histoire, Jim Baca était déjà le commissionnaire au foncier de 1983 à 1986 et puis son deuxième mandat 1991 à 1993. C'est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il est aussi propriétaire de quelques terres au nord des terrains de Jeffrey Epstein. C'est quand même assez intéressant que tous ces gens-là, ils font partie du même circuit. Bill Richardson, Bill Clinton, Bruce King, Gary King, Jeffrey Epstein. Commencez à voir où je vais avec ça? Allez, on continue. Alors, comme on fait un petit rapport justement avec Bill Richardson, Bruce King, Bill Clinton, on va regarder tout ça. Je vais vous mettre ça en photo. On va parler un petit peu d'eux, voir un petit peu comment ils interagissent, quelles sont leurs relations et je vous retrouve tout de suite après ça. Voilà, allez, c'est parti. Alors, en 1993, Bill Clinton a commencé sa présidence. Jeffrey Epstein a acheté le ranch du Nouveau-Mexique à l'ancien gouverneur Bruce King. Et puis, Jim Baca a été nommé directeur du bureau ce qu'on appelle land management, c'est-à-dire gestion des terres ou du foncier ou du cadastre. Et ça, il est appointé par l'administration Clinton, puisque Clinton sera élu président des États-Unis. Il a été d'ailleurs renvoyé, Baca, il a été renvoyé l'année suivante. Il a, comme je vous le disais, 2 parcelles qui sont aboutées à la propriété à l'extrémité nord des terrains de Epstein, du Zorro Ranch. Epstein aussi, il faut savoir, il a également contribué 50 000 $ à chacune des campagnes du gouverneur, de l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, monsieur Bill Richardson. Il a été gouverneur du Nouveau-Mexique entre 2003 et 2011. Selon les rapports, Richardson se souvient d'avoir visité le ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique une seule fois, lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2002. Richardson était également répertorié dans le petit livre noir d'Epstein. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Ce n'est pas un hasard si Richardson a également été nommé ambassadeur des États-Unis auprès du secrétaire des Nations Unies et de l'énergie par l'ancien président Bill Clinton. Ça aura tout son effet, ça aura toute son importance et on va voir pourquoi. Ce n'est non plus pas un hasard si Bill Clinton et lui sont devenus très amis après avoir bien sûr travaillé étroitement, une collaboration d'ailleurs très documentée pour sceller l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain, le fameux NAFTA. Qu'est-ce qu'il voulait faire passer? Qu'est-ce qu'il voulait échanger? Tout ça, ça me paraît bien sûr très intéressant. Alors bien sûr, pour quelqu'un qui a un petit peu au moins 2 neurones et qui peut en tout cas les mettre et les faire travailler ensemble, eh ben il va simplement faire comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'il va commencer à se poser des questions, se demandant comment se fait-il que des gens qui luttent avidement, férocement pour la protection des enfants à travers des fondations de protection de l'enfant, ceux qui font les lois, les réglementations, aussi bien nationales que internationales, des gens qui travaillent pour l'OTAN, des gens qui travaillent au plus haut niveau de l'industrie de l'énergie, des gens qui sont aussi propriétaires de terrains, qui encerclent les terrains de Jeffrey Epstein. Tous ces gens-là sont en train de nous dire qu'ils ne sont pas au courant que tout simplement Jeffrey Epstein était en train d'abuser des filles à tire-larigot et de monter une ferme pour tout simplement inséminer une nouvelle race des bébés Epstein. Non mais on est en train de vraiment nous prendre pour des cons. Moi personnellement je pense, et ce qui me paraît vraiment le plus important et le plus incroyable, c'est que même après l'inculpation de Jeffrey Epstein, ces gens ont toujours récupéré le support financier de Jeffrey Epstein. Il n'y a personne qui est venu taper à sa porte en lui disant « Yo, Jeffrey, tu déconnes, vieux. » Il n'y a jamais personne qui l'a fait. Il est resté pote, il est resté ami, ils ont continué à voyager ensemble dans le monde entier. Il y avait la structure, il y avait l'argent. Ces gens-là, ils étaient ensemble.
ces gens-là, il va falloir un moment ou un autre qu'on les mette derrière les barreaux. Alors c'est vrai que après avoir enquêté sur ce sujet-là pendant pas mal de temps, c'est vrai qu'arrive un moment, on a un petit peu les boules, quoi. Parce que là, franchement, quand on voit ces gens-là qui sont soudés, qui travaillent ensemble pendant des décennies, c'est des gens qui, comme Bill Clinton, on le voit plus de 26 fois à bord du Lolita Express. Il va nous dire qu'il y était que quelques fois. Et ça, c'est juste les registres de vol du Lolita Express. Il y avait 2 autres avions privés. Alors, où est-ce qu'ils allaient? Qui étaient en bord? On attend les réponses. On va voir ce que les, comment on appelle ça, les îles Vierges américaines, en tout cas les subpoenas, ces demandes de comparaître, ces demandes de documentation va donner. J'ai pas grand espoir, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très attachés à ça en se disant on va y arriver, on va trouver tout ça, etc. Je vois pas comment l'État des îles Vierges américaines va pouvoir influencer d'une manière fédérale quoi que ce soit. Donc on va voir. Enfin, je peux me tromper et en tout cas, de tout cœur, je souhaite que je me trompe. Ne me méprenez pas. Alors, ce qui est important en tout cas de savoir, c'est que cette bande d'Olibrius, comme je vous le disais, des décennies de travail ensemble, ils se sponsorisent, ils se protègent, ils font les lois, ils tiennent les terres principales, les terres importantes du Nouveau-Mexique. Ce sont des gens qui ont des places prominentes dans l'exécutif américain. C'est des gens qui vont aussi à l'étranger pour former des pays. C'est des gens qui vont à l'étranger pour glorifier leur savoir-faire, le savoir-faire américain. Ouais, je peux vous dire déjà une chose, on s'en serait bien passé parce que franchement, la seule chose que je vois en regardant et en enquêtant, à chaque fois que j'ouvre une porte, je ne vois que du trafic d'enfants, je vois du trafic de drogue, je vois du trafic d'armes, je vois du trafic d'organes, je vois beaucoup de l'argent, ce qu'on appelle du blanchiment d'argent. Alors si c'est ça la culture que vous voulez exporter à l'étranger, tout en avec la complicité bien sûr, pas que des Américains, mais des Français, des Anglais, etc. Parce que tous nos gouvernements, de toute façon, sont complicites. Et alors, si on les écoute, si on écoute les services secrets français, anglais, américains, et j'en passe les meilleurs, rien ne se passe, tout va bien. We're in control. Tout va bien, on n'a jamais eu de problème. Les enfants, mais on s'en occupe, vous inquiétez pas, on est en charge, on gère. Il y a une équipe, et il va falloir les regarder, parce qu'ils travaillent tous ensemble, je vous donne quelques noms. Alors, moi, ce qui soulève, bien sûr, comme je vous disais, des questions, c'est des gens comme Bill Clinton, et je dis les Clintons, pas que Bill Clinton, Richard Branson, Bill Gates, George Soros, et bien sûr, de nombreuses autres personnes dans les îles du Caraïbe, où on ira très bientôt, parce que ce que j'ai découvert, ça va vraiment vous donner la chiasse. On dit la chiasse? Oui, c'est la chiasse, voilà. La diarrhée. Allez, on va être poli, on va dire la diarrhée. Voilà, allez, on continue. Voilà, on arrive dans cette période, donc dans ce 3e épisode du Zorro Ranch. Je vous avais promis depuis le départ que j'avais trouvé un certain nombre d'informations. Je me suis rendu compte que quelques enquêteurs, et il y en a très peu, on ne parle pas des médias de masse et la télévision, parce qu'ils nous racontent n'importe quoi depuis le début, ils le savaient ce qui se passait, ils savent certainement ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais nous en parlerons jamais. En tout cas, quelques enquêteurs ont déjà fait le rapprochement. Je vais me rajouter à cette liste-là. En tout cas, je vais le ramener à la France parce que je vous dois cette information-là. Je la compare, cette information, à l'événement que Eric Weinstein, ce fameux hedge fund aux États-Unis, à New York, c'était un manager, c'est quelqu'un de très bonne réputation qui avait rencontré Jeffrey Epstein à sa maison à Manhattan. Il avait expliqué en rencontrant Jeffrey Epstein pour la première fois qu'il n'avait pas compris vraiment de ce qu'il avait, de ce que Epstein était vraiment. Il sentait en tout cas que derrière Epstein, il y avait quelque chose de très gros. Il y avait une sorte de structure, d'infrastructure qu'il avait appelé un construct. Et je vais vous parler de ce construct. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour se rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a une structure énorme derrière ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est en train de se rapprocher tout doucement et je vais partager tout ça avec vous. Allez, vous restez avec nous, je vous trouve tout de suite. Voilà, donc il y a énormément d'informations, ça serait très difficile à en parler comme ça devant la caméra, c'est pas toujours facile et j'ai la tête relativement pleine, donc permettez-moi de le faire en vidéo, en photo, je vais vous donner du support visuel et je vais vous raconter l'histoire tout simplement qui s'appelle The 10
Island Challenge, le challenge des 10 îles. Voilà, allez, on fait tout ça en images et je vous raconte tout ça. Alors, nous savons que les Clintons, on va les appeler, c'est-à-dire Hillary Clinton et Bill Clinton, et aussi Richard Branson, étaient à la tête d'un projet d'énergie renouvelable dans toutes les Caraïbes, connu sous le nom des 10 Islands Challenge, c'est-à-dire le challenge des 10 îles, comme je viens de vous le dire. Alors tout ça, ça verrouille chaque île formant un périmètre autour de tout leur endroit préféré, c'est-à-dire Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque, Aruba, Bahamas, Porto Rico, Venezuela, Colombie, Kenya et Tanzanie. Et si l'on ne savait pas mieux, on pourrait peut-être même emprunter une voie, c'est-à-dire la voie des trafiquants de drogue et d'enfants. En effet, toutes ces îles ont des réputations assez abominables. Elles sont malheureusement connues pour le tourisme et pas pour ce qui s'y passe vraiment. Ce qui s'y passe vraiment, c'est que ce sont des endroits où souvent les trafiqueurs de drogue, la cocaïne, mais aussi les trafiqueurs d'enfants utilisent ces voies bien connues, en tout cas par les syndicats du crime. Alors, cela pourrait tout simplement être une coïncidence, vous me direz, mais c'est certainement, en tout cas, un modèle assez intéressant. Alors, on va commencer par deux choses importantes à savoir concernant ce projet des 10 îles, le challenge des 10 îles. C'est tout simplement, la première chose déjà, c'est pas 10 îles parce qu'il y a beaucoup plus d'îles qui ont été rajoutées. Ce projet a commencé en 2012. Comme je vous disais, derrière ce projet, il y a Bill Clinton, les Clintons et bien sûr Richard Branson. Alors, le projet, c'est un projet tout simplement renouvelable. C'est un projet d'amener dans toutes ces îles de l'électricité. Alors, pas du combustible, pas de l'électricité à travers les énergies fossiles, mais tout simplement à travers l'énergie solaire. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que sur l'ensemble des îles, on va voir qu'il y en a beaucoup plus que 10, voire le double, et on va se rendre compte que à peu près 11 de ces îles, en tout cas, sont sur le passage, un passage annuel d'ouragans, de cyclones, donc qui sont sur des zones cycloniques, comme on les appelle, des endroits très dangereux où certainement des panneaux solaires n'est peut-être pas tout simplement la meilleure moyen, ou simplement des éoliennes ne seraient pas le meilleur moyen pour générer de l'électricité. Bien sûr, ce sont des zones qui se retrouvent souvent dévastées par ces ouragans, par ces cyclones, et ça me paraît très bizarre qu'on va venir avec un plan investir des milliards pour développer un système électrique solaire ou éolien sur ces zones-là, alors que ce sont des zones extrêmement dangereuses. Alors, que font-ils vraiment? Alors, bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est un contrat, c'est une sorte de projet, un challenge international avec d'énormes moyens. Je vais vous mettre quelques petites photos, vous donner quelques petites informations. On se retrouve tout de suite derrière tout ça. Alors, il s'agissait d'un plan très stratégiquement réfléchi qui impliquait les gouvernements, les politiciens, le clan milliardaire, les compagnies d'électricité et l'une des plus grandes entreprises du secteur maritime au monde. Je ne veux pas donner leur nom tout de suite, je vais quand même essayer de ne pas me prendre une suite, en tout cas légale, des poursuites légales, on ne sait jamais, parce que ces gens-là en général ils aiment bien partir après des gens comme moi, des petits, des gens qui ne sont sans défense. Après avoir passé en revue plusieurs sources citant donc, expliquant ce projet, nous décrivant le nombre d'îles, qu'est-ce qui avait été conclu en forme de contrat, il est très clair, très apparent qu'il y a plus que de 10 îles. Il y a beaucoup plus de 10 îles. Une source d'ailleurs impliquée dans le projet a annoncé que lui, il disait qu'il n'y avait que 10 îles. Et puis on regarde avec une autre source qui nous confirme qu'il y a en fait 13 îles. Et puis on regarde au détour de notre enquête que le gouvernement norvégien affirme qu'il existe des contrats avec 21 îles. Alors soit c'est des corneaux, ils travaillent pas ensemble, ils savent pas ce qu'ils font, ou soit tout simplement on essaye de diminuer le nombre pour pas inquiéter les populations, pour éviter de faire trop de bruit. Parce que 21 îles, on se rappelle quand même que Jeffrey Epstein avait une île privée, on se rappelle que Richard Branson a une île privée, on se rappelle que Joe Biden a une île privée, on se rappelle que beaucoup de ces milliardaires ont des îles privés. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils cherchent de faire? Pourquoi un projet comme Terramar, par exemple, qui visait à protéger, à créer des zones maritimes, de protection maritime, des MPA, pourquoi tout simplement ces gens-là essaient de prendre le contrôle de ces îles et des eaux qui les entourent? On doit se
poser la question. Et je pense qu'on va y amener des réponses. Alors bien sûr, vous imaginez que certainement, en tout cas derrière tout ça, c'est une histoire de gros sous. Il faut savoir que beaucoup de gouvernements payent pour ce genre de projet. Ce qui est marrant, c'est que Richard Branson, qui est lui-même un milliardaire, est déjà impliqué dans le projet. Donc il a certainement en tout cas ses billes dans le jeu, ou en tout cas il récupère beaucoup de pognon. On sait d'ailleurs, pour ceux qui veulent enquêter un petit peu plus loin, qu'il a une société à l'île Sainte-Croix qui s'appelle BMR Énergie. Alors, quand vous êtes vraiment au milieu des zones cycloniques et vous montez des projets solaires, vous savez que les 3/4 des panneaux vont s'envoler, vont être déchiquetés. Ce qui va bien sûr créer beaucoup de travail et beaucoup de contrats pour les fournisseurs pour BMR Énergie. Alors les enquêteurs, ceux qui veulent s'aller plonger dedans, be my guest, allez-y, plongez dedans parce que vous allez voir que de toute façon, derrière tout ça, c'est une machine à faire de l'argent, à justifier des contrats, à justifier beaucoup de choses. En tout cas, c'est plus que intriguant et nous devons nous poser des sérieuses question. Alors, il y a une île qui est très rarement endommagée. Sur les 11 îles, 21 îles, comme je vous disais, il y a 11 îles, et sur ces 11 îles, il y en a une seule qui n'est pas sur le passage des ouragans, des fameux cyclones, et c'est l'île de Aruba. Aruba, c'est une île qui est connue depuis très longtemps. Vous allez en Colombie, vous allez en Amérique du Sud. Tout le monde connaît très bien Aruba, surtout les Colombiens, parce qu'ils ont beaucoup de Colombiens en Aruba. Et c'est tout simplement une île qui a été utilisée depuis très longtemps comme, je dirais, un hub, un centre logistique pour la redistribution de la cocaïne vers les États-Unis et certainement en tout cas de là jusqu'en Afrique. Alors c'est assez intéressant de le voir parce qu'Aruba aussi est très connu. Je veux dire le FBI, toutes les, je dirais les agences à 3 lettres qui enquêtent sur les trafics internationaux de sexe, d'organes et de drogue vous diront tous Aruba c'est une plateforme très bien connue, très bien organisée et ce qui est marrant c'est que là, il n'y a pas de cyclone. Alors, qu'est-ce que le projet des 10 îles, soi-disant 10, vient faire, le challenge des 10 îles vient faire à Aruba? Nous devons de nouveau nous poser d'autres questions. Alors, bien sûr, si vous vous posez des questions en se disant « mais qu'est-ce que Fred nous raconte? Comment vous pouvez justifier ça ?» Je vais vous donner simplement un petit tuyau qui va vous permettre de comprendre exactement comment ils le font. Il faut savoir qu'en 1999, Bill Clinton, alors qu'il est président des États-Unis, il va enlever, complètement rayer de la liste des États. Il faut savoir que les Américains, ont une liste noire des pays qui sont connus comme des pays où la provenance ou le transit de la drogue et le transit d'enfants est fréquent et très connu pour cela. Ils ont une liste noire et en 1999, dans un rapport publié sur le site internet de la Banque mondiale, ils vont expliquer donc justement ce retrait de Aruba, c'est-à-dire que Aruba va quitter cette liste noire, mais par contre seront incapables de pouvoir expliquer. D'ailleurs, ils diront que c'est très curieux. Voilà, donc si vous vous demandez encore comment ils le font, tout simplement, il y a une organisation et derrière, il va falloir des hommes politiques véreux pour pouvoir tout simplement avoir accès à un certain nombre de lois, à un certain nombre d'outils qui leur permettent d'opérer en toute impunité. Et voilà, donc nous allons parler de Eve Branson. Eve Branson, c'est tout simplement la maman, c'est la mère de Richard Branson, monsieur Virgin Atlantic. Alors pourquoi on parle d'elle? Tout simplement parce qu'elle a été membre fondateur du conseil d'administration de l'ICMEC en 1999. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'ICMEC? C'est un terme anglais, des acronymes anglaises. On dit ICMEC et ça se traduit comme International National Center for Missing and Exploited Children, ce qui veut dire tout simplement un centre national et international pour les enfants qui tout simplement disparaissent ou pour les enfants qui sont sexuellement exploités. Voilà, donc c'est un organisme qui est basé aux États-Unis, qui est complètement financé d'une manière privée. C'est une société à but non lucratif. Elle est financée par des fonds et des ressources, comme je vous le disais, privées. Et le siège social est à Alexandria, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Ce n'est pas considéré comme une agence gouvernementale. Voilà, donc
Comme je vous le disais, il y a toujours un lien et vous allez voir qui et comment et pourquoi cette association, cette organisation internationale qui lutte justement contre les disparitions d'enfants, contre le trafic international d'enfants à but sexuel, pourquoi elles avaient monté ça et d'où en vient, en tout cas, quelle est l'origine de l'ICMEC. Voilà, donc on va dérouler cette histoire, l'origine de l'ICMEC. On va essayer de comprendre exactement le berceau, pourquoi et comment cette organisation est née, quels étaient vraiment les buts. Tout ça, eh ben, il va falloir repartir dans le temps en 1990 et étrangement, il va falloir repartir en Belgique. Je vais vous mettre tout ça en images, des supports visuels, ce qui va me permettre de lire un petit peu cette histoire, parce que c'est énormément d'informations et je veux être très précis. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai des fois ma langue qui fourche, puisque je parle uniquement anglais à la maison et je fais plus de 30 ans que je n'habite pas en France. Donc, je m'en excuse pour tous ceux qui, des fois, me le reprochent. Je vous le dis, ce n'est pas volontaire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'information sorte et je la sors en deux langues. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite après toutes ces images et je vous débloque, je vous sors l'histoire tout simplement. Allez, c'est parti. Au milieu des années 1990, le gouvernement belge, en proie à de graves problèmes avec le réseau d'élite pédophile Marc Dutroux, a contacté les Américains, ils les ont contactés pour leur demander de l'aide pour leurs problèmes d'enfants disparus. C'est marrant, c'est eux qui les font disparaître, mais ils vont demander de l'aide aux États-Unis pour leur expliquer comment ça se fait, comment on peut régler ce problème. On se fout vraiment de la gueule du monde. Le conseil d'administration du NCMEC à l'époque, donc c'est uniquement une organisation nationale basée aux États-Unis qui lutte tout simplement contre la disparition des enfants et le trafic sexuel des enfants. Eux vont en tout cas autoriser la création d'une nouvelle organisation qui se consacrera à faire à l'échelle mondiale ce que la NCMEC s'était engagée à faire aux États-Unis. Tout simplement, la NCMEC, donc cette organisation, va ouvrir une branche internationale. En 1998, d'ailleurs, les membres du conseil d'administration de la version internationale du NCMEC, nouvellement créée, et donc ont tenu leur première réunion en avril 1999. Elle a été lancée par personne d'autre que la première dame du pays de l'époque, qui était Hillary Clinton. Et puis à sa gauche et à sa droite, on va retrouver Lady Catherine Mayer et Cherie Buff Blair, l'épouse de l'ancien Premier ministre britannique, Monsieur Tony Blair. Vous pouvez bien sûr contacter, je dirais, vous pouvez certainement vérifier, en tout cas consulter le communiqué de presse qui avait été fait à cette époque-là, qui est d'ailleurs en archive. Il est très facile à trouver sur l'internet et il vous montrera d'ailleurs une photo des trois de ces holubrigus ensemble lors du lancement. C'est quand même assez incroyable qu'on retrouve toujours des noms qui sont impliqués vaguement ou de très près à la pédocriminalité. Hillary Clinton, je n'ai pas besoin de vous parler, je pense qu'on est tous au courant de l'affaire PyFence, le code. Et puis bien sûr, le reste, la femme de Tony Blair, elle avait bien sûr été impliquée en Angleterre et à l'étranger pour certains, en tout cas, histoires très très louches. Je vous laisse faire la recherche. En tout cas, voilà, vous avez les noms, allez regarder sur l'internet, vous verrez que tout ce que je vous ai dit, ça
existe. Alors, comme vous voyez sur la photo, vous pouvez vous rendre compte que bien sûr, Eve Branson, qui est la mère de Richard Branson, eh ben, tout simplement, il y a un certain nombre de gens très importants sur cette photo. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a du très bon monde sur cette photo et beaucoup de gens de beaucoup de gouvernements. Et oui, en effet, ce projet-là, les Bill Clintons et les Branson, ils se connaissent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il y a une amitié très proche entre ces deux familles-là. Et bien sûr, on sait que ce projet-là, ce projet de challenge des 10 îles, eh ben, a évolué. Ils avaient commencé avec 10, puis 11, puis 13 et on en est à plus de 20 îles. C'est des gens qui aujourd'hui d'ailleurs ont étoffer le projet en maintenant se consacrant à des choses comme l'hôtellerie, en se consacrant tout simplement à des choses concernant le tourisme. On ne sait pas trop ce qu'ils font. En tout cas, la base principale de leur projet sur ces îles, c'était tout simplement des fermes solaires, de développer du renouvelable. Mais derrière tout ça, quand on gratte, malheureusement, ce que nous voyons, c'est une route. C'est la route des trafics de drogue, la route des trafics d'enfants. Et puis bien sûr, quand on voit que derrière tout ça, il y a une aide avec des associations, des organisations internationales qui vont venir faire des colloques internationaux pour rencontrer les contreparts dans chacun de ces pays. Et il y en a beaucoup, vous allez voir, on va un petit peu énumérer et vous allez vous rendre compte que tout simplement, on a affaire à une structure intercontinentale qui fait les lois en matière de trafic maritime, en matière de trafic international, en législation concernant la protection des enfants, la protection du trafic des enfants, mais aussi de la drogue. On est en train de parler d'un trafic tout simplement immense. On aura aussi l'opportunité un petit peu plus loin de regarder à ce que ça rapporte. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Allez, je continue. Alors bien sûr, il faut savoir que tout ça, ce n'est pas possible sans argent. Il faut bien sûr que ce genre d'opération intercontinentale soit très bien financé. En faisant un petit peu de recherche, très rapidement, on a trouvé que derrière ce projet-là, il y avait un certain nombre d'organisations. Je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez le FMI, vous avez une des branches de la Banque mondiale, vous avez l'OPEC, vous avez la loterie des codes postaux néerlandais, vous avez du gouvernement norvégien à des multiples organisations gouvernementales dans le monde entier, dans plus de 100 pays. C'est énorme, c'est un truc énorme. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Je ne veux même pas vous donner tout de suite la liste de ce qui se passe en France parce que je suis en train de l'étudier et je veux certainement pas faire d'erreur. Je veux bien m'assurer qui est quoi, qui fait quoi et voir un petit peu quels sont les partenaires. En tout cas, certainement, je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Je pense qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui voient ce projet-là comme un projet intéressant d'amener tout simplement l'électricité qui permettra d'amener l'éducation, qui permettra de faire beaucoup de choses sur ces îles. Mais malheureusement, dès qu'on gratte un petit peu et qu'on voit qui est derrière, qu'est-ce qu'il faisait, quelles étaient les origines derrière tous ces mouvements et derrière ces projets, comme les projets le challenge des 10 îles, et ben on se rend compte que derrière, il y a un certain nombre de gens avec des réputations très sulfureuses, avec des passés reliés à la pédophilie, des passés reliés avec le trafic de drogue. On doit vraiment se poser des questions. Allez, je continue, c'est parti. Comme je l'ai dit, ça va être une grande vidéo. Il y aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, je déroule. Ne m'en voulez pas. Mais je veux vraiment vous passer cette information. Et puis après, vous ferez votre propre recherche. Vous tirez votre propre conclusion. Alors, il convient de noter bien sûr que le challenge des 10 îles de Clinton avait intégré une nouvelle entité, enfin ils n'avaient pas intégré, ils avaient créé une nouvelle entité, pardon, et ils l'avaient intégrée dans le challenge. Cette entité, ça va être une fédération du planning parental. Alors c'est un mot qu'on revoit un petit peu surgir à gauche à droite, souvent sous des couverts un petit peu bizarres. Je vous mets ça en photo, je vous explique de quoi il en ressort. Alors, il faut savoir que ce plan est un plan de formation de jeunes leaders en Amérique latine, en Afrique et aux États-Unis, mais aussi il y a un sérieux désir de lutter contre la vulnérabilité des jeunes aux grossesses non désirées, mais aussi à l'avortement à risque. On pourrait se demander si aujourd'hui ils n'ont pas envie de contrôler les fœtus ou tout simplement la reproduction mondiale. En tout cas, voilà, tout ça c'est encore des petites choses, c'est des petits détails que je vous rajoute. Certains y trouveront de l'importance, peut-être diront certains que je cherche les poux dans les pailles. Je m'en fous, je vous donne l'information et je vous laisse en tout cas vous faire votre propre opinion. Alors naturellement, bien sûr, on va essayer de comprendre l'ampleur de ce comité international qui vise à la protection des enfants et aussi à la disparition des enfants, ceux qui ont aidé le gouvernement belge à
expliquer comment les enfants disparaissent, c'est en Belgique avec la fameuse affaire Dutroux. Eh ben, on va essayer de regarder vraiment l'ampleur de ce réseau, l'ampleur de cette organisation. Et il n'y a pas d'autre meilleur moyen que de regarder les déclarations qui ont été faites. Alors, je vous mets ça en image et je vous explique un petit peu de quoi, en tout cas, il en ressort, de quoi on parle ici. Dans un rapport de 2014 par le Comité sénatorial des relations extérieures des États-Unis sur l'enlèvement international parental d'enfants, Clinton déclare que l'ICMEC, c'est-à-dire le Centre international des enfants manquants et des enfants trafiqués ou abusés, il dit qu'il a formé les forces de l'ordre dans 121 pays. Ils ont examiné les lois de 200 pays et ils ont travaillé avec les parlements de plus de 100 pays pour promulguer une nouvelle loi sur la pornographie enfantine. Ils ont tout simplement construit un réseau mondial d'enfants disparus pour inclure 22 pays, créer des centres nationaux dans plusieurs pays et bien sûr créer un centre régional en Europe desservant 13 pays de la région des Balkans. La région des Balkans? Mais pourquoi? Ah ouais, j'ai fait ma recherche quand même parce qu'il faut quand même expliquer ce qui se passe là. Les Balkans. Ah ouais, ça devient très intéressant. Il y a des trucs dans les Balkans, les Kazakhs, les Ukrainiens, non, il y a quoi? Il y a qui, quoi, où? Et ouais. Et le problème, c'est que quand on fait la recherche dans les Balkans, eh ben, on découvre des réseaux pédocriminels de partout. C'est devenu une épidémie. D'ailleurs, nos amis japonais, si vous m'écoutez, je vous invite à tout le monde, en tout cas énormément, à regarder et à dénoncer le trafic de jeunes enfants, des gamines de 12 et 13 ans venant de l'Ukraine pour le plaisir de vos industriels, de vos fortunés. J'aime beaucoup le Japon, j'aime votre culture, mais là, il y a vraiment un petit débordement. Il va falloir reprendre le contrôle. Alors, à tous nos amis japonais, à ceux qui sont justement les combattants, nous avons besoin de vous, les samouraïs japonais, de commencer à reprendre le contrôle de ce pays-là parce que c'est vraiment en train de mal tourner. L'abus, la pédophilie, l'abus de gamines, de mineurs, c'est devenu quelque chose d'intercontinental et même des pays comme le Japon n'y échappent pas. Il faut savoir aussi que ces Ulubrius ont rencontré quand même plus de 400 leaders du monde arabe au Caire pour créer un accord de protection, un accord tout simplement qui va viser à protéger les enfants. Ils se sont aussi rendus au Vatican. De tous les endroits au monde, ils vont se rendre au Vatican pour parler d'enfants disparus et d'enfants abusés. On croirait rêver. Je pense que c'est plutôt le Vatican qui peut vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, ils iront finalement à la clinique Mayo et au 11, le fameux Telefono Azzurro en Italie pour créer la déclaration de Rome, une déclaration, bien sûr, c'est les droits de l'enfant. Je vous invite à la télécharger, j'essaierai de vous mettre un lien, et puis regardez, c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Allez, on va dérouler, on va continuer encore, il y a quelques petites informations que je vais partager avec vous. Vous allez voir qu'on est en train de parler de quelque chose de très, très, très sulfureux. Voilà, laissez-moi rapidement, en tout cas, vous donner un petit peu des chiffres, en tout cas, vous expliquer dans la longueur, parce qu'il y a des chiffres, il faut simplement les rechercher, essayer de comprendre, et je vais vous les donner maintenant. Je vais vous les mettre en photo avec un certain nombre de supports visuels, et je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Alors, en 2005, 6 ans après le lancement de l'ICMEC, on estimait que 600 000 à 800 000 personnes étaient victimes de la traite à travers les frontières internationales chaque année, dont 50% étaient des mineurs, selon le département d'État américain et selon l'Organisation internationale du travail. Les bénéfices mondiaux réalisés par les travailleurs forcés exploités par des entreprises ou des agents privés, des trafiqueurs d'enfants, atteignent 43 milliards de dollars chaque année, dont 31,6 milliards de dollars provenant de victimes de la traite d'enfants. 9 ans plus tard, donc ça nous permet d'avoir un petit peu une idée, une croissance, voir un petit peu ce que les chiffres nous donnent. En 2014, eh ben, de nouveau, donc l'Organisation internationale du travail rapportera que le travail forcé dans l'économie privée génère 150 milliards de dollars de bénéfices illégaux par an. C'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'ils avaient estimé précédemment. Mesdames et messieurs, si vous pensez qu'aujourd'hui, ces organisations comme l'ICMEC gérées par Bill
Clinton, Hillary Clinton, Richard Branson et toute cette clique de pervers ne fait aucune différence et sont là pour le bien de nos enfants. Je vous invite à repenser 2 fois parce que vraiment les chiffres parlent pour eux-mêmes et je vous donnerai d'autres chiffres en France qui sont très connus. Il faut savoir qu'il y a un enfant qui disparaît toutes les 10 minutes en France. Ça fait quand même pas mal d'enfants par jour. On parle de centaines de milliers d'enfants qui disparaissent dans un pays comme la France. Si nos services d'intelligence, si nos soi-disant élites d'intervention à l'OCRVP sont capables de pouvoir nous orienter, c'est-à-dire nous expliquer comment on peut justement expliquer un montant aussi important de disparition, comment on peut expliquer à des familles que leurs enfants, l'identité de leurs enfants a été échangée, changée, des nouveaux passeports ont été créés. Tout ça, il va falloir que vous vous expliquiez parce que les investigateurs comme moi, les gens, les enquêteurs à l'international qui commencent à vraiment se rapprocher de la source, on n'a pas peur pour nous, on a peur pour vous. Parce que nous, on est le nombre et nous, on est en train de dégoter, on est en train de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et je veux vous dire une chose, ça va certainement pas se passer à travers un rond de table, une discussion amicale. Ce genre de choses-là, ça ne peut être réglé qu'une seule manière, c'est le peuple qui se réveille et qui vous botte le cul et qui vous met derrière les barreaux. Je suis désolé de vous le dire, mais le système really démocratique, le principe sur lequel nous avons fait confiance à nos gouvernements pour tout simplement vous donner l'autorité, de notre part, de pouvoir protéger nos frontières, de protéger notre économie, de protéger notre santé et de protéger nos enfants. Et à chaque fois, sur chaque volet, vous vous êtes planté, vous nous avez donné un 0 pointé. Il arrive un moment, il va falloir faire les comptes et on va les faire très bientôt, messieurs. Voilà, donc maintenant, je pense que Eric Weinstein, en tout cas, s'il écoute ce que je suis en train de dire, j'espère qu'il le fait en tout cas, ou si quelqu'un ne le fait pas, faites-lui passer le message. Je pense que nous avons commencé à mettre la main sur quelque chose de très gros. Alors aujourd'hui, nous avons fait simplement la relation entre le Zorro Ranch avec l'ensemble des connexions qu'avaient apporté justement les gens qui satellitaient, qui gravitaient autour d'Epstein. Nous voyons que les Clintons, on n'est pas surpris, de toute façon, réapparaissent. On voit que Richard Branson, qui est d'ailleurs dans le petit carnet noir de Epstein, réapparaît aussi. On sait qu'il a une proximité avec les îles Vierges américaines. On sait que, bien sûr, tous ces gens-là travaillent dans ce cadre de rapprochement à l'enfance, c'est-à-dire que d'une manière ou une autre, que ce soit eux, leurs femmes, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont tous bizarrement connecté avec le monde de l'enfance. Alors, sous des déguisements d'aide caritative, comme l'Église malheureusement l'a fait bien souvent, j'en ai pas contre la foi, j'en ai contre bien sûr le clergé, ces gens qui malheureusement prêchent des belles choses, mais qui malheureusement de temps en temps vont utiliser nos enfants pour leur amusement, leur dégénération personnel, c'est odieux et bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Alors, on continue, bien sûr, comme je vous disais, c'est important, il s'agit d'un complot au plus haut niveau et il va falloir aller tout simplement se déplacer sur d'autres destinations où Epstein était, parce que pour ceux qui pensaient que Epstein avait choisi ses destinations par miracle, c'était « oh, j'avais choisi Miami, New York », le Zorro Ranch, c'est-à-dire New Mexico et Paris, c'est juste que ça tombait comme ça m'arrangeait. C'est des gens qui n'ont pas vraiment compris vraiment que derrière tout ça, il y a un plan, il y avait des raisons. Chaque location où Epstein était très très bien pensée, il y avait un but derrière tout ça. Et là, aujourd'hui, je viens de vous montrer en quelques mots, en quelques minutes, qu'on peut faire des rapprochements. Et vous allez voir que quand on va passer dans le prochain volet, qui est un volet dédié aux îles Vierges américaines, avec tout le ramassis de pédophiles qui y règne, vous allez voir qu'on va finalement comprendre qu'il y a en effet ce fameux construct dont Eric Weinstein se construit, cette construction dont Eric Weinstein parlait. Et il y a encore un an de ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations. Je vais vous remercier pour votre patience parce que je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Soyez patients
avec moi concernant bien sûr les traductions en anglais parce que ça prend énormément de temps et je n'ai malheureusement pas, d'employé. Voilà, donc merci encore à vous tous. N'oubliez pas d'appuyer bien sur tous les petits boutons. N'oubliez pas de faire des commentaires, poser des questions, échanger avec moi des informations que vous avez et je vous dis à très bientôt. Allez, merci. Ciao.